Bonjour Didier Sandre. Bonjour. Nous aimerions vous demander quelle a été votre réaction quand Nina Companès vous a proposé d'incarner Louis XIV et finalement de donner au roi une représentation éloignée, assez éloignée de l'image que l'on s'en fait à regarder les tableaux, la statuaire ou les magazines et les manuels scolaires. Un roi en coulisses, un roi qui est plutôt un père, un amant, un artiste, et Oui. qui n'est pas du tout un chef de guerre ni Mm. un monarque de droit divin. Alors, la première partie de la question, je me souviens très bien de la scène. Euh, Elle était venue me voir jouer au théâtre et je lui ai dit alors, quand est-ce qu'on retravaille ensemble? Enfin, je sais pas, d'une façon de boutade, quoi. Elle m'a dit oui, je crois que j'ai une idée. Alors, et quelques jours plus tard, elle m'a dit voilà, je prépare L'Allée du Roi, l'adaptation du livre de Françoise Chandernagor. Je voudrais que vous proposiez de jouer Louis XIV. Et là, j'ai été un peu foudroyé parce que c'est un peu habituel chez moi, sans être de la coquetterie. Je me demande toujours pourquoi on me propose de jouer quelque chose. Je trouve qu'il y a beaucoup d'acteurs plus capables de faire ce qu'on me propose. Donc je suis toujours un peu surpris, étonné. Voilà, ça c'était la première réaction. Et la deuxième réaction, dans ma famille, étant d'un milieu protestant, euh, Louis XIV n'avait pas la cote. Je veux dire, c'était quand même. Nous, on grandit dans les souvenirs de la Saint-Barthélemy, de la révocation de l'édit de Nantes, etc. Donc Louis XIV, c'était pas vraiment un copain, quoi. C'est pas un roi qui m'a fait rêver quand j'étais enfant. Euh, on préférait Henri IV, si vous voyez ce que. Et, et, euh, et puis, euh, à l'époque, j'étais plutôt blond, j'ai les yeux bleus. Je dis, bon, ça, je dis, mais et elle a eu cette réponse cinglante, comme souvent, elle était capable de le faire. Elle m'a dit, mais si je vous proposais de jouer Richard III, qu'est-ce que vous me répondriez? Je dis, bah là, je n'ai pas d'objection. Oui. Elle me dit, bah, c'est pareil. C'est un grand rôle pour un grand acteur. Alors, je sais pas. Je veux dire, c'était sans réponse. Je me suis dit, bon, bah voilà, il faut y aller maintenant. Et à la lecture du scénario, après avoir lu le Alors, scénario. évidemment, la représentation, comme vous venez de le formuler dans votre question, euh, indépendamment de ce que je viens de vous dire sur son rapport au protestantisme, c'est que pour moi c'était vraiment un roi guerrier, c'était un roi absolu, théâtral, euh, despotique, etc. J'avais cette image-là, j'avais pas du tout l'image du roi tel qu'elle voulait le raconter, d'abord Françoise Chandernagor. Donc c'est bien un roi sous le regard croisé de trois femmes, de Françoise d'Aubigné, Françoise Chandernagor et Nina Companès. Donc c'est ce roi presque bourgeois, comme vous l'avez dit, s'occupant de ses enfants sérieusement, ce qui ne se faisait pas du tout à l'époque, artiste, timide, intimidé par les hommes. Alors, toute cette à l'aise avec les femmes. Et Et donc tout cet aspect du personnage ne m'avait absolument pas frappé, évidemment. Et tout d'un coup, j'ai trouvé le créneau dans lequel je pouvais me glisser pour donner une humanité inattendue à ce roi réputé extrêmement sévère, guerrier, absolutiste, etc., dont on disait quand même que il avait envoyé le premier synode de la Révolution française, quoi. Enfin, surtout dans la fin de son règne. Et comment vous vous êtes préparé, alors, votre documentation Alors, avec Nina, ce qui a été formidable, enfin, ce qui arrive très rarement dans les projets de cinéma ou de télé, c'est que c'était un an à l'avance. Donc, c'était toute une plage de temps possible pour se préparer, pour lire, se documenter, rêver beaucoup. Euh,
faire ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire danser, apprendre de la musique, faire de la musique, prendre des cours de guitare. Et puis, beaucoup aller à Versailles, à Vaux-le-Vicomte, pour essayer de s'imprégner. Mais en même temps, c'est fou quand on n'a pas le costume, quand on n'a pas les éléments qui vont avec, on se sent très étranger. C'est difficile de s'agréger à Versailles comme ça, en t-shirt de visiteur. Alors que dès qu'on était avec quelques éléments de costume, il y a quelque chose qui coulait de source, tout allait ensemble. Et avec Dominique, on a fait plusieurs séances comme ça pour observer les tableaux, avec les positions officielles, toutes ces choses de la représentation picturale de ce règne. Évidemment qui était en contradiction avec ce qui était écrit aussi, puisque le roi de l'intime, le roi papa, le roi amant, le roi époux, tous ces aspects-là, je crois qu'il n'y avait qu'une femme que des femmes qui pouvaient raconter ce roi-là. À moi. Alors, est-ce que vous avez regardé les films des prédécesseurs, des fictions qui avaient été déjà consacrées à Louis XIV, donc évidemment le Rossellini, avec Jean-Marie Pat, et puis Mazarin, Pierre Cardinal, je pense qu'il y en a eu d'autres. Est-ce que vous avez regardé, ou surtout, j'imagine, le Rossellini posait... Oui, j'ai regardé beaucoup le Rossellini. Enfin, j'ai regardé le Rossellini parce que Jean-Dominique de La Rochefoucauld, quand on avait écrit le scénario, j'avais fait un film avec lui qui s'appelait La Journée des Dupes, dans lequel je jouais Richelieu. Et c'est d'ailleurs au cours de la projection de ce film que j'ai rencontré Nina Companèse, voilà, qui était venue voir un acteur, l'acteur qui jouait Patrick Raynal, qui jouait Louis XIII. Et en fait, elle m'a engagé pour le film qu'elle préparait à ce moment-là, qui était Deux amis d'enfance. Et c'est là que notre aventure a commencé. Oui, j'ai regardé, mais vous savez, au bout d'un moment, c'est extrêmement important la macération qu'on peut avoir par la lecture, par la documentation, que ce soit picturale, littéraire, etc. Et il y a un moment donné où on ne peut pas jouer avec les bouquins sous le bras. Voilà, il faut incarner, c'est-à-dire qu'il faut trouver en soi-même les propres ressources du jeu. Alors, les éléments de costume aident beaucoup parce que ça donne au niveau du maintien, au niveau de la posture, au niveau de la marche, etc. Ça aide beaucoup, les perruques. Donc, il y a un stade de travail où la documentation, la maturation, le développement de l'imaginaire axé sur ce projet-là sert, et il y a un moment donné, il faut tout laisser tomber, il faut s'approprier les choses et faire confiance au scénario et au texte. Et c'est dans l'étude du scénario, des répliques, des scènes, des situations qu'on trouve comment jouer, plus que dans les bouquins, les biographies ou les documents sur la vie de l'époque, etc. Mais alors, du coup, quand vous voyez à cette époque, et encore maintenant, quel est votre avis sur cette incarnation de Louis XIV qui est complètement à l'opposé? Mais je confirme seulement que c'est un roi vu par le regard croisé de trois femmes. Et je pense qu'il n'y a que des femmes qui pouvaient avoir envie de parler de ce roi-là de cette façon. Et non, ce qui m'a beaucoup aidé, d'abord parce que je suis très sensible à la musique, c'est la musique de l'époque. Je pense que la musique, je veux dire qu'elle soit de Lully, de Clérambault, il s'appelle son prof de guitare, j'ai oublié le nom tout de suite. Écouter la musique donne vraiment des sensations et des émotions qui peuvent aider. J'écoutais souvent de la musique avant les scènes, par exemple. D'abord parce qu'il y avait un monde fou sur le plateau et que c'était extrêmement difficile de se concentrer, de s'abstraire de tout ce décorum, de tout ce théâtre qui était en place. Donc j'avais besoin de m'isoler et d'écouter de la musique, et je n'écoutais évidemment Robert de Visé. Voilà, je n'écoutais que de la musique de cette époque-là, bien sûr.
Mais quand vous dites que c'est un regard de femme, de 3 femmes, il y a quand même aussi tout votre travail de regard sur les tableaux, puisqu'en fait vous animez les tableaux et ça Oui. donne une gestuelle et des postures. Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Oui, donc le choix de Nina de traiter le cadre en tableau, c'est de ne pas faire de panoramique, de choses comme ça, mais de traiter vraiment les scènes en tableau. Bon, nous a beaucoup aidé aussi à trouver le style du jeu. Disons, elle n'avait pas envie qu'on joue naturaliste, si j'ose dire, ou psychologique, d'une façon psychologique moderne. C'est pourquoi l'appui sur le texte, sur la phrase, sur la réplique, qui n'était pas écrite dans le style de l'époque, mais qui était quand même très stylé, très... on ne parle pas comme ça, quoi, aujourd'hui. donc l'appui sur les phrases qui avaient été écrites à la fois par Chandernagor, qui étaient souvent tirées d'écrits, de lettres, etc., nous ont beaucoup aidés, les uns et les autres. Enfin, je pense surtout à Dominique et Valentine et moi. S'appuyer sur le texte, qui est une chose qu'on a l'habitude de faire au théâtre. Et Nina a même beaucoup travaillé avec les acteurs de théâtre, et si elle nous a choisis, c'est aussi parce qu'elle nous avait vus beaucoup sur scène, dans du moderne, dans des classiques, dans des choses comme ça. Elle savait qu'on avait une attention particulière sur le phrasé, sur la diction, sur le style d'écriture, qu'elle n'aurait pas à nous expliquer tout ça sur le plateau. Mais quelle a été la part d'imagination et de travail sur le phrasé Il me semble qu'il y a plus de petits termes désuets que vous utilisez, par exemple « mais mignon » pour les enfants, qui n'étaient pas chez Chandernagor ni... Non, mais d'abord, quand on a joué Racine, Corneille, etc., ça ne nous semble pas très étrange d'employer ces mots-là. Et puis, une fois qu'on a la perruque, qu'on a le costume, qu'on a les cravates et tout ça, de dire mon mignon à un petit... non, je sais pas. Vous savez, il y a un moment donné où les choses paraissent normales et naturelles, parce qu'on est dans un décor, on est dans des costumes, on est dans un langage, on est dans une reconstitution comme ça, où on voyage, où on est dans le rêve, on n'a pas besoin de se raconter un rêve, on est dedans. C'est un peu naïf, mais vous savez, les acteurs, on est naïfs aussi, on aime les histoires, on aime les contes, on aime... voilà, et on travaille beaucoup là-dessus, c'est notre matière aussi de travail. Et alors pour les scènes de chant et de danse, alors Oui. comment il y a eu une préparation? Oui. Parce que vous avez dit, dans toute cette année avant, vous Oui. avez fait alors beaucoup de musique, beaucoup de danse. Oui, alors, bon, vous savez, on n'attend pas forcément d'être sollicité sur un film pour se mettre à travailler, à travailler son corps ou sa voix ou autre chose comme ça. Bon, moi, il se trouve que j'ai fait pas mal de musique, mais donc, adolescent, j'avais évidemment gratouillé la guitare, préférant la guitare au piano, etc. Donc, ça n'a pas été très difficile pour moi de retrouver les accords assez simples de la chanson qui chantait à ses enfants. Pour la danse, ben, c'est pareil, hein, j'ai dansé avec Maurice Béjart dans 2 spectacles. J'ai toujours... Quand j'étais enfant, je voulais être danseur, plus que comédien. C'est uniquement l'entourage familial qui fait que cette envie-là a été frustrée. Mais elle s'est développée parallèlement à mon métier d'acteur, et j'ai fini par jouer à 40 ans dans le Martyre de Saint-Sébastien, l'empereur Démétrius, ou non, Domitien, dans le Martyre de Saint-Sébastien, mis en scène par Maurice Béjart, voilà. Et donc, la danse qui est du XVIIe, qui est très particulière, qui est très codée,
Corinne Deveau, qui était chargée de la chorégraphie des danses, voilà, nous a fait répéter, travailler en dehors des tournages, hein, ce qui fait que les journées, vous savez, aujourd'hui on ne s'en rend pas compte, mais en fait il y avait peu de temps et peu d'argent. Sur le tournage, la vie du plateau était assez compliquée parce qu'il n'y avait pas assez de costumes, il n'y avait pas assez de perruques, donc on déshabillait l'un pour habiller l'autre, etc., pour faire foule, on coiffait on coiffait d'une certaine façon suivant les scènes, et puis on défaisait les perruques, on les mettait sur quelqu'un d'autre, etc. Enfin, il y avait un travail, un engagement de tout le monde, de toutes les équipes, les coiffeurs, les perruquiers, les maquilleurs, les costumiers, qui étaient absolument fabuleux. Ce qui fait que on ne s'est jamais rendu compte vraiment qu'il y avait aussi peu d'argent, que les figurants c'était un peu toujours les mêmes, sauf qu'on les costumait différemment, on les coiffait différemment, etc. Et c'était pour répondre à quoi? À votre question? J'ai perdu le fil. On parlait d'abord de la préparation, la danse, le chant, oui, et la puis danse, ensuite comment on est venu oui, à cette... pour donner à Louis XIV une image vraiment d'un Louis XIV artiste, ce qu'il était aussi. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, surtout dans sa jeunesse. Bon, donc on a répété avec Corinne Deveau ces danses d'époque, et je me souviens particulièrement de cette soirée dans le massif des Rocailles, dans le bassin des Rocailles, voilà, où je dansais, et où je rencontrais pour la première fois Françoise d'Aubigné. Et donc c'était une séquence où j'étais censé être jeune. Et donc j'étais tiré. J'avais sous la perruque, j'avais des scotch et des lacets pour me tirer. J'avais des peignes dans les cheveux avec un bas qu'on tournait pour tirer la peau. Enfin, c'était une séance de torture. Mais et en plein milieu du ballet, ça a lâché. Ce qui fait une panique, évidemment. Je me suis dit, et en fait, quand on voit l'image, on ne le voit pas parce que c'est la nuit, c'est très sombre, etc. Mais donc, voilà, une fois quand on répétait avec Corinne Deveau dans une salle de danse, et puis quand on danse dans le bosquet des Rocailles, c'est pas du tout la même chose. D'abord parce qu'il y a énormément de figurants, c'est l'illumination et la mise en eau du bassin des Rocailles coûte une fortune. Donc il fallait absolument que ce soit une prise et pas deux, etc. Donc finalement c'était énormément de contraintes sur le plateau, et avec comme mission de donner une impression de splendeur, de liberté, de luxe, et de calme et de volupté, comme on dit. Je pense qu'on peut donc repartir un peu de la première question que je lui avais posée, c'est-à-dire comment vous êtes-vous préparé, lorsque Nina Companès vous a proposé les rôles, puisque finalement vous avez 3 rôles assez différents. Pour Madame de Maintenon, il s'agissait de réhabiliter une personne du passé dont on a souvent, qu'on croit connaître par les manuels scolaires, par la statuaire et par surtout les tableaux, et des tableaux d'une femme déjà âgée. Donc là, il s'agissait de la réhabiliter. Pour Madame de Montespan, il s'agissait plutôt de renforcer un cliché, un stéréotype sur ce qu'on croit en connaître. Et puis pour Villarceau, je crois qu'il y avait peut-être plus de liberté, puisqu'on ne sait pas grand-chose, à part Ninon de L'Enclos et le fait qu'il était un séducteur. Il y avait sans doute toute l'attitude pour le rôle. Voilà, si vous pouviez parler un peu de cela, la façon dont vous avez vécu les choses lorsqu'on vous a proposé le rôle, et puis ensuite, à la lecture du scénario, comment vous avez imaginé tout ça, comment vous avez rêvé le rôle, ce serait déjà... Je commence. Oui, oh là là, c'est intimidant. Surtout après Didier Sandre. En fait, moi, j'avais lu le livre de Françoise Chandernagor qui m'avait plu énormément. Je ne connaissais pas Nina, et je l'ai rencontrée à l'occasion d'un dîner, comme je racontais tout à l'heure. Nina venait de perdre sa maman, et elle me parlait de Françoise et de son envie de raconter l'histoire de Françoise d'Aubigné. Voilà. Et je dois dire que le livre de Françoise Chandernagor ne m'a pas quittée de tout le tournage.
Alors, ce qu'on a fait auparavant, effectivement, avec Didier, on est allé à Versailles pour faire des repérages, en quelque sorte, à la fois culturels, pour savoir un petit peu où était Madame de Maintenon à Versailles. Et c'était très intéressant parce que le jour où nous y sommes allés, on nous a expliqué que les appartements de Madame de Maintenon n'existaient plus. Ah bon? Non, on ne les visite plus. Elle n'est pas en... Comment est-ce qu'on peut dire auprès de l'administrateur, elle n'est pas en odeur de sainteté. Et en fait, les appartements avaient été fermés et remplis d'ordinateurs. Donc, Madame de Maintenon avait disparu de l'histoire de France. Et je vous parle de ça dans les années 90, donc c'est quand même incroyable de voir comment on peut effacer les personnages de l'histoire. Moi, j'ai essayé de lire beaucoup de choses sur l'époque, c'est-à-dire sur ces auteurs-là. Par exemple, lire beaucoup de choses sur Scarron, qui était interprété par l'immense Michel Duchossois, voir un petit peu ce qu'il écrivait à cette époque-là et ce qu'étaient les salons de cette époque-là. Lire aussi beaucoup de choses, évidemment, sur Versailles, et puis sur sa vie à elle, et sa rencontre aussi avec Madame de Montespan. Parce que le duel Madame de Maintenon, Madame de Montespan, on aura l'occasion d'en reparler, c'est vraiment un duel. Nina nous a écrit des séquences qui étaient comme des séquences de western. Non ? Oui, c'est vrai, complètement. Oui. Voilà, donc on parlait aussi beaucoup avec Nina pendant les costumes. Et c'était assez conséquent ce qui me concerne, puisqu'il fallait aller de 15 à 82 ans. C'était beaucoup. Mais je pense que c'est une chose qui arrive une fois dans la vie d'une actrice et puis plus du tout. Et il se trouve qu'à cette époque-là, je devais avoir une quarantaine, donc je pouvais jouer à la fois la jeunesse et la suite. Et c'est une chance exceptionnelle pour une comédienne de se voir confier un rôle pareil. Donc, au cours des essayages, Nina était très, très précise. Il y avait des choses qu'elle n'aimait pas du tout, des choses qu'elle voulait, qu'elle imposait. Et puis, il y avait ce costumier merveilleux, c'est Thierry Bousquet, c'est ça ? Thierry Bousquet. Thierry qui était prêt à peindre sur des costumes de location et à repeindre des fleurs de lys et tout ce qu'il fallait pour que tout d'un coup, Françoise d'Aubigné et Madame de Maintenon soient écrit et inscrit au mieux. Et finalement, c'est beaucoup dans les séances de costumes qu'on parlait. On s'est vu aussi l'année d'avant régulièrement pour qu'elle oriente un petit peu la vie de Françoise en fonction de tous les milieux qu'elle traversait. Voilà. À toi. Je me souviens plus quand elle me l'a proposé, mais forcément on se connaissait déjà. Voilà, j'étais très intimidée par le rôle, et puis j'ai commencé à lire plein de choses sur Madame de Montespan, sur ce monstre quand même, souvent décrit comme un monstre, enfin une femme assez terrible. Et puis je me suis attachée à l'histoire d'amour, en fait. J'ai essayé d'aimer cette femme et de comprendre pourquoi est-ce qu'elle aimait tellement à quel point elle était amoureuse du roi. Et je suis rentrée par cette porte-là dans ce personnage, par l'amour, en fait. Disant, non, mais ça justifie toutes les horreurs qu'elle peut dire à Madame de Maintenon, la façon dont elle la traite. J'ai justifié ça à l'intérieur de moi en me disant, ça n'est que par amour, en fait. Voilà, ça m'a aidé. Et puis, voilà, en gros. À toi, Sam. Alors, je me souviens absolument pas comment j'ai eu le rôle. Je me suis absolument... J'ai presque même l'impression que j'ai succédé à quelqu'un avant moi, qui n'était pas libre ou quelque chose comme ça, parce que je ne connaissais pas Nina à cette époque-là. Toi, je t'ai connu sur ce tournage. On s'est connu sur ce tournage. J'étais absolument terrorisé parce que je sortais, plus ou moins du conservatoire. J'étais terrifié parce que j'étais extrêmement admirateur, je le suis toujours, de Dominique Blanc. Oui, mais on avait des scènes quand même assez, voilà. Enfin bon. Et Nina, j'ai vu tout de suite le caractère, la femme que c'était. Quand on connaît pas, j'étais pas du tout prêt à plein d'endroits à résister ou à suivre.
ce cheval fougueux. Voilà. Donc, le personnage, j'ai appris à le connaître, à l'aimer, et voilà, ça fait partie de ma famille, parce qu'on peut pas faire autrement en travaillant avec Nina Campanès que de rentrer dans la famille à un moment donné. Mais Villarceau, oui, tout d'un coup, on me propose un rôle de Don Juan, à cheveux longs, un peu en avance sur son temps, je trouve. Il faisait plus 18e que 17e. Mais pourquoi pas un peu libertin, comme ça, magnifique. Et donc, voilà, j'ai essayé de rentrer dans ce moule merveilleux. Plusieurs fois, on m'a parlé de ce rôle, pas parce que je jouais dedans, mais parce qu'on m'a pas forcément reconnu. J'avais beaucoup plus de cheveux à l'époque. Tu avais une perruque. C'est ça, voilà. Merci. Ose le dire. Oui, j'en avais. Des cheveux qui descendaient jusqu'au mollet, donc forcément, ça, j'ai jamais eu. Oui, c'est une perruque 17e. Là, voilà, 17e, tout à fait. Mais il y avait quand même une sorte de fanfaronnade un peu 18e, que moi, j'avais dans mon imaginaire plutôt mis dans le 18e. C'est pourquoi je reviens, on me reparle souvent de ce film, parce qu'il y a... J'ai rencontré dans mon métier plusieurs habilleuses qui me parlent, les habilleuses qui sont censées donc accompagner les acteurs et qui ont dans la création des costumes et dans le fait de les habiller, enfin de les soutenir dans cette étape. Et plusieurs fois on m'a parlé de ce film comme étant la référence historique absolue du 17e, et que c'était vraiment, il y avait un degré de précision et d'historique assez incroyable, sachant que même si on traite cette période de l'histoire, on n'est jamais dans la reconstitution, on est dans le romanesque avant tout, ça a été très bien dit avant nous, se servir de l'histoire pour raconter des histoires, et donc on n'est pas dans une reconstitution, mais là précisément sur certains détails, Nina a été extraordinairement précise, et d'ailleurs c'est vrai, elle prenait un soin particulier à être là au costume, aux essayages, et elle avait vraiment son idée très très précise. Et à la coiffure. Et à la coiffure. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. La coiffure donnait souvent des clés d'ailleurs au personnage. Enfin, non ? Oui, tout à fait. Moi, pour mon personnage, vraiment, j'avais tout à coup des coiffures comme ça qui prenaient à peu près cette taille-là, et donc forcément, ça amenait un jeu qui pouvait pas être un jeu petit. J'étais obligée d'être à la dimension de très théâtral. Très théâtral. Mais à vous entendre, tout a l'air facile. Tout ça, c'est de la modestie en disant qu'elle faisait tout. Mais quand on regarde le travail, enfin, je pense qu'il y a quand même un énorme travail de comédien. Je pense tout particulièrement à la scène où vous chantez et où vous avez, c'est la ménagerie de Versailles, le perroquet, et on a l'impression carrément que le perroquet, c'est pas évident, quoi. Après, on a le sentiment que Madame de Maintenon, elle prend froid à certains. Alors, on se demande si c'est uniquement Didier Sand qui dit qu'elle a froid, mais aussi l'actrice a vraiment froid aussi. Voilà, si vous pouviez en parler un peu plus, c'est-à-dire que c'est difficile aussi. Enfin, il y a peut-être de beaux costumes, enfin, et ça fait rêver, comme Didier Sand l'a dit, mais je sais pas. Je crois que enfin, pour ma part, on est tous tellement conscients. Moi, c'était la première fois que je travaillais avec ma mère, déjà. Et entourée par ces acteurs, je pense qu'on a une conscience d'avoir une telle chance aussi d'accéder à ces personnages-là, que on se transforme, comme dit Didier, on a 5 ans et demi et on se déguise. Et on a fait un travail énorme en amont, évidemment, parce que c'est obligatoire, ne serait-ce que pour manipuler le texte, pour qu'il devienne, puis le personnage. Mais je veux dire, ça, c'est tout ce qu'on fait toujours avant de travailler, avant de jouer un rôle. Et puis après, il y a le moment du plateau où il faut tout oublier et voilà, et interpréter. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a une magie qui commence déjà au maquillage, où tout à coup, je me souviens toute ma vie, c'est marrant parce que je pensais à ça tout à l'heure quand tu parlais. Je me souviens toute ma vie du moment où la première fois tu as été vieillie sur le film. On était tu t'en souviens de ça ? On était au HMC, au maquillage, et tout à coup tu t'es vue vieille et tu as été bouleversée. Et c'est marrant, je me souviens vraiment de ça. C'est-à-dire que donc on peut pas ignorer, et on était tous transformés dès le matin, soit vieille, soit jeune, soit grosse, soit donc après des heures et des heures de maquillage, de coiffure. Donc on s'oubliait et on rentrait dans ce rêve. Donc finalement, je me souviens pas
difficultés, oui. Non ? Si, c'est de la cuisine. Enfin, c'est souvent de la cuisine interne. Oui, c'est la cuisine interne. Le réalisateur, la réalisatrice, elle est là pour constituer un écrin dans lequel on va pouvoir exister, être mis en lumière. Tout le travail qu'on a fait forcément d'apprentissage du texte, d'obsession sur le personnage, de recherche, etc., quelque part, c'est l'endroit où il faut l'oublier et devenir quelque chose. Voilà, ce pourquoi on est présent, c'est ce rendez-vous-là qui est important. D'autre part, s'il y a une chose qu'on ne doit pas voir, c'est le travail. C'est la seule chose qu'on ne doit pas voir. Si on voit que, oulala, quel travail, c'est fichu. Notre métier est donc juste de faire oublier qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière pour que ça paraisse justement absolument évident, naturel et sans effort. Et c'est pour ça que beaucoup de gens pensent que c'est très, très facile d'être comédien et comédienne. Tout le monde veut le faire, c'est tellement facile. Oui. Ouais. Alors, on est en 1995 et on dit évidemment toujours qu'un film historique inévitablement renvoie au présent de la réalisation, renvoie aussi au présent de la réalisatrice, renvoie aussi au présent des acteurs, de leur vécu, des rôles qu'ils ont endossés préalablement. Est-ce que vous pouvez en parler un peu aussi, avec quoi vous êtes arrivé là, mais en 1995 ? C'est marrant, je pensais à ça tout à l'heure, je me disais que moi, je venais d'accoucher, pardon, je vais de nouveau faire référence à mon fils, parce que ce matin, mais je venais d'accoucher, mais c'est vrai, mais je venais d'accoucher et je l'allaitais encore, elle avait des seins énormes et j'ai repensé tout à l'heure à la première scène que j'ai tournée du jeu de cartes et où j'avais une montée de lait, j'ai eu une montée de lait. Mais un truc dément, qui tout à coup avec des taches sur les costumes et tout ça. Enfin bon, bref, voilà. J'ai pensé à ça tout à l'heure. Je me suis dit comment la vie vient impacter un rôle HD. Et d'ailleurs, on voit dans la scène, j'ai des seins énormes, très rondes. Ton fils voilà. à l'âge du film. Voilà, bon. mon fils à l'âge du film, exactement. Oh, c'est joli. C'est joli. Ouais. Voilà, c'était une parenthèse. Moi, je voudrais dire que... après notre majesté qui a si bien parlé, la rencontre avec Nina a été très grand choc parce que j'ai eu le sentiment tout d'un coup de quelqu'un qui me choisissait et pour une chose qui était vraiment de l'ordre d'une odyssée ou d'une épopée pour aller de 15 à 82 ans. Elle m'avait demandé ce qui m'inquiétait le plus, et ce qui m'inquiétait le plus à ce moment-là, c'était le vieillissement, parce que j'avais vu énormément de films où les vieillissements étaient ratés, et comme il y avait tout ça à jouer, je lui avais demandé de travailler avec un artiste que j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Kuno Schlegelmilch. Voilà. Et c'était un peu fou de se voir confier tout d'un coup la responsabilité de cette femme, de cette Françoise, avec de la part de Nina une confiance absolue et aussi une très très grande exigence toujours, exigence de concentration, d'exécution, parce que comme l'a dit Didier, il n'y avait pas forcément le budget souhaité, donc il fallait tourner très très bien, mais il fallait tourner aussi très très vite. Et je pense que Nina avait ce talent d'avoir toujours autour d'elle sa famille de techniciens et sa famille de comédiens et de comédiennes. Techniciens dont certains sont présents aujourd'hui parmi nous, mais étant trop timides, ils n'ont pas voulu intervenir. Mais ce sont quand même de très grands artistes avec lesquels on a travaillé aussi. Et Nina, c'était ça, c'était cette espèce de clan, de famille, de tribu, je ne sais pas comment on peut dire. D'ailleurs, quand on est entré dans la salle, il y a un quart d'heure, vous avez bien remarqué que c'était la famille de Nina qui arrivait. Et elle avait ça, c'était un chef de famille, pour moi, c'était aussi un général d'armée parce qu'elle maîtrisait toutes les choses incroyablement. Et quand nous avons tourné alors là, c'est autre chose, c'est Pique-nique chez Osiris, mais je me rappellerai toujours de sa silhouette dans le désert, où on commençait à tourner très tôt le matin en raison de la chaleur. Et Nina, à 14h de l'après-midi, il faisait 50 degrés Celsius. Et Nina n'hésitait pas à crier moteur en arabe et à les insulter parce qu'ils n'allaient pas assez vite. Donc c'était tout ça, c'était à la fois ce formidable tempérament, cette générosité, cet humour. Et puis, en même temps, elle aimait que le travail soit extrêmement bien fait.
Dans l'histoire majuscule, elle savait très bien où elle allait, ce qu'elle souhaitait raconter. Et dans la petite histoire, c'est vrai qu'elle a toujours écrit pour les femmes, je trouve, enfin pardon Samuel, mais pour les hommes aussi, mais pour les femmes, elle a écrit des personnages qui sont tout à fait extraordinaires. Et son œuvre devrait être rediffusée sur France 2, sur la télévision publique, sur Arte ou sur la 5. Il devrait y avoir par rapport à ça un vrai travail de mémoire. Et moi, j'aurais pour Nina Companès une gratitude jusqu'à la fin de ma vie, parce que ce rôle-là m'a fait rentrer à travers la télévision chez les gens. Chez les gens de toutes conditions sociales et tout âge confondu. Et tout d'un coup, je faisais des courses dans la rue. Une dame s'arrêtait, me faisait une révérence et me disait « Merci, merci, Madame de Maintenon ». Alors, c'était un peu surprenant. Mais je me suis rendu compte là que Nina avait fabriqué un grand film populaire avec un respect pour le public toujours immense, c'est-à-dire ne prenant jamais les gens pour des imbéciles, mais s'adressant à eux comme des spectateurs épris justement d'histoires et de petites histoires. Et voilà, cette gratitude-là, elle est au fond de mon cœur et elle ne bougera jamais. Et puis alors, quand Nina nous a écrit ces dialogues à Valentine et moi, et qu'on s'est retrouvés sur ces grands escaliers de Versailles, Madame vous montez, Madame vous descendez, je me rappelle plus. Et une seule prise, montez, non, parce je que descends. ça. Oui. Voilà un présage charmant. Non, il n'y avait pas ça. Quelque chose comme ça. Vous Quelque chose montez, comme ça. oui, vous montez, je je descends. Ne voilà pas un présage. Oui, c'est ça. Quelque chose du présage. Voilà. Un présage charmant. Mais écoutez, pour moi, c'était de l'ordre d'Il était une fois dans l'Ouest, vous voyez. C'est vrai. C'est Clint Eastwood C'était extraordinaire. Et l'autre, c'est... qui c'est l'autre? Redford. Oui, par exemple. Enfin, c'est tout d'un coup un affrontement de femmes de pouvoir. Et c'est un véritable duel, quoi, en fait. Avec une contrainte à Versailles, si j'ai bien compris, d'avoir une seule prise parce que ça coûtait cher. Oui, il fallait aller vite. Il fallait aller vite, oui. Oui. Et on avait beaucoup de choses à tourner dans les journées où on était à Versailles, parce qu'on pouvait tourner que les jours où le château était fermé au public. Donc, sinon, tout le reste était ailleurs. Et l'autre personnage dont il faut parler aussi, c'est Mac Bodard. Oui. Immense productrice de Godard, de Jacques Demy, de toutes ces années-là de cinéma, et qui ensuite a été vraiment, enfin tu vas nous le dire, mais la grande amie de Nina et son supporter. Oui, plus qu'une amie, voilà. Un sparring partner. Oui, son binôme. Voilà, partenaire. Un sparring partner. Qu'elle appelait 3 fois par jour pour écrire, en fait. Qui était comme quelqu'un qui lui renvoyait la balle sur toutes ses idées, sur toutes voilà, pendant l'écriture. Donc c'était essentiel. Au moment du tournage, Mac Bodard était présente. Oui. Mac Bodard n'était pas très présente sur le tournage. Si. Oui, de temps en temps. Ouais. C'est marrant, je me souviens pas très bien d'elle, moi, sur le film. Alors moi, elle est venue sur le tournage de temps en temps, oui, peut-être. Voilà, j'ai un souvenir, moi, Maman n'aimait pas trop qu'elle soit là, je crois. Quand même, pour dire la vérité. Non, parce que tout à coup, c'était la productrice qui arrivait. Donc, il y avait aussi le temps, les dépassements, la pression financière. Donc, elle aimait bien être tranquille sur le tournage. Mais par contre, elle s'appelait tous les soirs pour résumer la journée. Ça, c'est sûr. Ouais. Moi, j'ai un souvenir de... Je ne sais plus dans quel coin du château on est. Et il y a une grande scène de groupe qui se déroule le long des grands escaliers, tu vois. Ouais. Et Mac Bodard était venue avec son petit pliant en plastique. Oui. Elle s'était assise en bas des marches, comme ça. À un moment, elle m'a fait signe. Et donc, je suis venue près d'elle. Elle m'a dit, vous voyez, Dominique, c'est pour une scène comme ça que j'aime produire, faire du cinéma et de la télévision. C'est vrai que c'était extraordinaire, toutes ces séquences. Et le cinéma, à cette époque-là, n'aurait pas pu les tourner parce qu'il n'aurait pas eu assez d'argent. Oui. Et Nina les tournait haut la main, non? Oui, avec les moyens du bord. C'est-à-dire que pour elle, c'était pas... c'était un défi presque, de réussir à faire une chose magnifique avec le peu d'argent octroyé à ça.
Donc effectivement, avec Thierry Bosquet qui peignait des trucs. Moi, je me souviens de scènes où on avait quand même des épingles à nourrice ou même des pinces à linge dans le dos. Oui. Et la caméra était là et on était couvert de pinces à linge dans le dos parce qu'on avait juste un drap. Donc les costumes de la SFP, il n'y avait pas de... Non, c'était pas des costumes de la SFP. Non, c'était des choses louées à gauche, à droite, qui venaient d'autres films, et puis des choses créées, mais surtout des choses louées à gauche, à droite, qui étaient ensuite transformées avec ces bouts de tissu peint. On va peut-être donner la parole à la salle pour des questions, oui. Vous jouez l'éducatrice de ces enfants. Oui. Et je voulais vous demander comment vous aviez appréhendé ce rôle de cette jeune femme qui tout d'un coup se retrouve avec 3 enfants. Et est-ce que c'est un sujet de discussion que vous avez eu avec Nina Campanès, cette question au temps de ce siècle sur l'éducation des enfants? On en a évidemment parlé sur l'éducation des enfants royaux. Et puis on a beaucoup parlé aussi de l'attachement de Françoise au duc du Maine. Vous voyez, et ça, Nina voulait beaucoup raconter cette histoire aussi, cette préférence et cet amour que Françoise avait d'abord pour tous les enfants, mais particulièrement pour ce duc du Maine qui était malade et qui boitait, etc. On en a beaucoup parlé, on avait envie de donner une vision assez radieuse de cette famille recomposée, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire, simplement tourner avec des enfants si petits, c'était vraiment un pari. Il fallait finir la journée et c'était loin d'être évident parce qu'ils étaient si petits qu'ils étaient totalement indisciplinés. Et donc avec Didier et Nina surtout et toute l'équipe, il fallait rester très calme en fait. Il fallait vraiment qu'il y ait un climat de confiance pour que les enfants puissent prendre leur place, éventuellement dire leur texte, etc. Mais on en avait beaucoup parlé en amont avec Nina, et c'est vrai que c'était assez extraordinaire de voir cette image intime de Louis XIV qu'on n'a jamais vue et qu'on ne nous a jamais racontée finalement, hormis le livre de Françoise Chandernagor. Mais aussi le vôtre, car Madame de Maintenon, on a quand même celle qui va ouvrir oui. tout un pan de l'histoire de l'éducation des enfants. Complètement. Et ça, c'est une chose dont on avait beaucoup parlé avec Nina aussi, et qui me plaisait énormément. C'est une... Enfin, on peut quasiment parler d'héroïne féministe maintenant, avec le recul des années 90. Et c'est vrai qu'avec Saint-Cyr et la création de Saint-Cyr, l'éducation particulière qu'elle donnait aux jeunes filles, il y avait cet amour du féminin et cette envie de le magnifier, certainement. Certainement. Merci beaucoup. D'autres questions? Geneviève Cellier. Attendez. Pardon. J'ai lu dans un article d'une universitaire britannique que Nina Campanès vous avait imposé contre la volonté de Chandernagor. Est-ce que elle voulait quelqu'un de plus beau? Je vous cite l'article que j'ai lu, et il n'y a aucune référence, donc je ne sais absolument pas à quoi ça fait référence, mais en tout cas, moi, oui. Okay. Non, écoutez, j'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit. Françoise Chandernagor est venue sur le tournage, oui. C'était à Vaux-le-Vicomte, et ça s'est extrêmement bien passé. J'ai jamais entendu parler de ça. Ben, voilà le genre de... Donc c'est un article extrêmement sérieux dans une revue qui s'appelle Women in French Studies, qui est une revue très universitaire, quoi. Et je lis cette phrase, je me dis, sans note. Donc, je me dis, bon, faut que je pose la question. Oui. Bon, donc je vais pouvoir dire, c'est un fantasme. Oui, c'est totalement erroné. Puis je pense qu'il faut se méfier des Anglais aussi. Et de certains historiens. J'ai jamais entendu parler de ça. Et donc, vous confirmez que, comme elle le dit d'ailleurs dans toutes ses déclarations, qu'elle a tout de suite pensé à vous pour Madame de Maintenon. C'est ce qu'elle m'a dit toujours. Oui.
Moi, j'ai toujours entendu ça. Hein. Oui. Bon, je vous remercie. Même du point de vue de l'intime, de cette clarification. Entendu dire qu'elle souhaitait Dominique pour jouer ça. Très bien, merci beaucoup. Alors, par contre, certains historiens sont peut-être moins sérieux que d'autres, mais ce qui est sûr, c'est que pendant très longtemps, il y a eu des générations d'historiens qui ont expliqué que l'histoire leur aurait été venue après avoir regardé La Marquise des Anges. Et que maintenant, la génération des 40-50 ans en histoire dit qu'ils sont devenus historiens après l'Allée du Roi. Formidable. L'Allée du Roi. Ah, génial. C'est magnifique. Trop bien. Ah oui, vraiment. Elle serait tellement fière. Nous avons un ami qui dirigeait une école de maquillage à Bruxelles, qui s'appelle Jean-Pierre Finotto. Donc nous avons un ami qui dirigeait la meilleure école, paraît-il, de maquillage à Bruxelles, et qui, pour sa première séance, chaque année, passait l'Allée du Roi, en disant, voilà la réussite absolue, et les costumiers devraient faire la même chose. Tout le monde, toute la technique du cinéma est là, c'est ce qu'il y a de mieux, et vous ne verrez rien au-dessus de ça comme qualité. Mais c'est vrai que Cuno est un très grand maquilleur et coiffeur d'ailleurs. Et pour le vieillissement de Madame de Maintenon, qui durait 3 heures, Cuno m'avait demandé des photos de ma famille. Et en fait, j'avais trouvé des photos de ma grand-mère paternelle, parce que je savais que j'allais vieillir de ce côté-là. Et donc, on a travaillé avec le visage de ma grand-mère, qui était bien évidemment déjà disparu. Et c'est cette image qu'on a essayé de restituer quand Madame de Maintenon a 82 ans. Et la chose est elle était assez diabolique, parce que le maquillage durait 3 heures. Mais pour l'enlever, c'était une savonnette, un gant de toilette et 10 minutes. Le rêve. Oui, alors je voulais redire, on l'avait déjà dit hier, que Kuno Schlegelmilch était vraiment très ennuyé, il aurait aimé être là, et il a eu un changement de programme dû à la pandémie en Allemagne. Il est sur une grosse production. Ah non. Je sais plus sur quoi je l'avais comme maquilleur. Oui, il était fantastique. Et génial. Mais d'ailleurs, c'est ce que tu avais dit en te voyant dans la glace, on dit c'est ma grand-mère. Ah oui, c'est ça. Exactement. On a encore place pour 2 ou 3 questions. Je serais tellement heureuse d'être étudiée à la Sorbonne. Voilà. Bonjour. Alors, moi, j'ai pas encore 45 ans et je suis pas encore historienne, mais je fais mon mémoire de recherche sur Madame de Maintenon et la représentation de Madame de Maintenon au cinéma et à la télévision. Et grâce en grande partie à l'Allée du Roi. Et du coup, je me demandais si vous aviez un avis sur la représentation de Madame de Maintenon dans d'autres œuvres après l'Allée du Roi. Voilà. Alors, je ne l'ai pas vue représentée après. Il y a eu beaucoup de films autour d'elle, notamment dans la série Versailles. Ah, alors, je ne l'ai pas regardée, je suis désolée, j'ai pas Canal+. Saint-Cyr. Alors, Saint-Cyr, le film de Patricia Mazui, je sais que Nina était à la fois furieuse et très heureuse, parce que visiblement, la réalisatrice en était beaucoup inspirée. Alors, des fois, comme ça, elle s'en agaçait, et puis en même temps, elle était certainement très, très heureuse de ça. Merci. C'est vrai que quand on joue des personnages aussi extraordinaires, on a l'impression de les avoir mangés un peu, et c'est très compliqué de voir d'autres gens, d'autres interprétations, d'autres films. On a toujours l'impression que c'est beaucoup moins bien quand même. Oui. Là, en l'occurrence, c'est souvent beaucoup moins bien quand même. Voilà. Non, mais ça fait partie du... Est-ce qu'il y a une idée de la responsabilité pour le comédien qui incarne comme ça un personnage historique, qu'il s'agit de réhabiliter ou au contraire de... Bon, là, il s'agissait pour vous quand même de repartir sur l'affaire des poisons, sur un certain nombre de clichés. Est-ce que vous n'avez pas eu envie de tordre un peu dans un autre sens, Madame de Montespan? Je vous dis, je l'ai aimé, moi. Je l'ai défendu comme j'ai pu.
le mieux possible. J'ai le mieux possible. Oui, j'ai fait ce que j'ai pu vraiment pour la défendre. Je l'aimais. C'est compliqué. J'ai adoré la jouer. Hein, pardon, je dis c'est compliqué l'histoire parce que c'est pas l'histoire qu'on raconte. Encore une fois, c'est pas des reconstitutions historiques, donc c'est des lectures, Tout à fait, oui. Et plus il y a d'acteurs, et plus il y a de réalisateurs, et plus il y a de lectures différentes. C'est difficile. Oui, ça nous appartient. Après, il y a quelque chose qui on se détache de tout ça et. Moi, je parle de la responsabilité d'acteurs ou de réalisateurs, parce que forcément, on est dans une société qui s'apparente de plus en plus à une société de Saint-Thomas. On ne croit que ce qu'on voit. Et effectivement, en présentant des œuvres historiques, j'en sais quelque chose. Je viens de faire De Gaulle, ou je viens de faire François Ier. Merci. J'ai un petit peu aussi de famille d'obédience protestante, donc lui aussi, François Ier, pas trop. Mais je l'ai fait, voilà. Et donc, on se dit, oui, on a une responsabilité, parce que encore une fois, on ne fait pas de la reconstitution, c'est pas des documentaires, ce ne sont pas des documentaires, et donc quelle va être la réaction du public? Est-ce qu'il va prendre ça comme argent comptant? Par exemple, j'ai toujours l'exemple d'Amadeus qui me vient en tête. Non, on peut pas penser que Mozart était forcément comme ça, ni Salieri, ni voilà. Je veux dire, c'est une vision romancée de Mozart et de Salieri. Pourtant, beaucoup de gens pensent encore aujourd'hui que Mozart était évidemment comme ça, et Salieri aussi, et que c'est la vraie histoire. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Et par puis exemple, c'est la aussi Reine Margot. du détail. Oui. Enfin, c'est aussi dans des détails finalement qu'on construit quelque chose qui nous échappe en fait. Moi, je me souviens des yeux. Par exemple, l'obsession de ma mère, c'était que la Montespan avait les yeux bleus et que j'ai pas les yeux bleus. Donc tous les matins, c'était un vrai pinceau, mais il fallait que je me mette des lentilles bleues. Au bout du compte, je pense que personne ne voit que la Montespan a les yeux bleus, mais elle, pour elle, c'était essentiel. C'est-à-dire, c'était la porte par laquelle je rentrais, et elle rentrait dans ce personnage-là. C'était à travers ce regard bleu. Et Louis XIV avait les yeux bleus. Bonne question. Non, a priori, non. Ben, je crois que non. C'est pour ça que Didier en parle. Oui. Ouais. Non. Non, il n'avait pas de lentilles, lui, dans le film. Non, non. Plus exigeant avec les femmes, c'est ça? Je pose la question. Non, mais c'est vrai que vous rendez ces personnages de l'histoire plus vivants d'abord, mais plus intéressants aussi. Souvent, quand on imagine les représentations, par exemple, de la Reine Margot, on fait une Reine Margot qui est sans doute beaucoup plus passionnante que la véritable Reine Margot. Et on ne peut pas non plus montrer une personne qui ne pouvait plus du tout, du jour en jour, mettre sa ceinture tant elle était obèse. Et c'est vrai que c'est des représentations qu'on ne peut pas imaginer. Ouais. Et que pour le grand public qui ne lit pas tous les jours un livre d'histoire, c'est quand même l'image que vous en donnez qui va devenir... Une référence. Une référence, oui, c'est vrai. Ouais. Il y a une question? Je ne sais pas s'il y a encore une dernière question. Je voudrais juste vraiment dire que c'est pas du tout la fin, mais je voudrais vraiment vous remercier et remercier Dominique. Oh bah tu peux. Oui, parce Dominique, que non mais vraiment l'initiative. parce que je pense que ma mère qui émigrait, née en France, première française de la famille en fait finalement, de cette famille russe qui a fui, voilà. Je pense elle a eu 19 sur 20 au bac français. C'était sa grande fierté et elle avait une passion pour la culture française et pour la littérature française. Et elle s'est attachée à faire beaucoup d'adaptations, enfin, entre Proust et puis les Chandernagor, et puis écrire sur beaucoup de pages de l'histoire de France. Elle avait une passion pour l'histoire de France, pour la France, etc. Et je pense qu'elle serait absolument bouleversée, et elle l'est peut-être, quelque part, de savoir que elle est étudiée d'une certaine façon ici à la Sorbonne. Je pense qu'à peu près rien ne pourrait lui faire plus plaisir que ça. C'est vrai. Alors c'est grâce à Dominique, à une conversation que nous avions eue. Je pense que oui, sur les bancs de la Sorbonne, je pense que... Ça nous donne l'occasion d'en parler. Et c'est vrai qu'on a un album de famille tous assez conséquent. Et merci de nous donner l'occasion, oui, de reparler d'elle. Moi, le mot de la fin, enfin, s'il y a un mot de la fin, pour revenir à Villarceau, ma première scène, je suis derrière une porte que je dois ouvrir. À l'intérieur se tient un grand banquet, il y a Scarron, il y a tout le monde, c'est la folie. Et je dois interrompre ce joyeux ballet en entrant. Et je suis derrière la porte et j'entends moteur, silence, ça tourne. Jouer.
faut faire. Et j'ai pas compris. Mais jouez. Elle était de l'autre côté de la porte, je ne la voyais pas. J'avais jamais entendu de ma vie un réalisateur il se dit jouez. On dit action, partez. Enfin, jamais jouer. C'est vrai que c'était... Et j'ai bêtement eu un fou rire derrière la porte. Je n'ai pas pu rentrer pendant 3-4 prises, ce qui l'a rendue furieuse parce qu'il fallait aller vite. J'étais déjà mal barré sur ce tournage. Mais ce jouer, ça m'est resté là. J'ai le son, j'ai la note de musique. Et c'est tellement beau. Voilà, donc, jouer. Ben, c'est extraordinaire ce que tu dis, parce que tu n'étais pas là ce matin, mais effectivement, dans une interview que j'avais fait d'Anne Brochet, dans un petit film que j'avais fait sur ma mère, elle parle de ça, de ce jouer, Anne. Et en disant justement que finalement, d'emblée, ça te met dans un contexte de jeu où finalement ça donne une liberté extraordinaire, mais dans un cadre de... Ça amène tout de suite une... Voilà. Quand tu es prévenu, oui. Une autre dimension. Quand tu es prévu. Mais tellement drôle. Mais moi, je savais... Mais moi, j'ai eu l'autre retour qui est... Mais Samuel, enfin, il n'est jamais rentré. J'ai pas compris ce qui se passait. Il était terrifié. C'est quoi cet acteur Moi, j'ai eu la version, mais c'est quoi je pouvais pas rentrer comme ça. C'est quoi ce mec? Il a fait une journée épouvantable. Il n'est pas rentré. Il était terrifié. Voilà. Je pense qu'il était terrifié par Dominique. Enfin, je ne sais pas. Par elle. Par Nina, parce que Nina pouvait être terrifiante. Ah oui. Et en fait, c'était ce jouer, mais je ne savais pas. Tu m'avais jamais dit. Jouer. Tellement drôle. Non, mais Igraïtier. En fait, c'est du russe. C'est russe. Oui, Igraïtier. C'est ça, c'est très surprenant. Trop drôle. Je savais pas que c'était ça qui t'avait paralysé. C'est génial. Il y avait du Chaussois derrière la porte, il y avait tout le monde qui jouait, qui attendait que j'entre. Ouais. Avec tes cheveux longs. Ouais. Et finalement, tu as pu. Et ton chapeau. J'ai pu, il a bien fallu. À un moment donné, vous parlez d'efforts, de travail. Dans ces moments-là, on doit se resserrer. Oh là là. C'est terrible, surtout dans la tension nerveuse, tout ce qui peut se produire et qui ne nous appartient pas, et on peut plus, on n'est plus maître de soi. Enfin, voilà, c'est terrible. Voilà. Mais d'ailleurs, ce jour-là, je crois, enfin, tu me dis si je me trompe, mais il y avait un ours. Aussi, oui, mais un vrai ours. Un plat d'huître et un ours. Qui devait venir chez Scarron, parce que Scarron avait un... C'est ça, hein, qui devait venir sur le plateau. Et en fait, mais c'est notre première rencontre. Non? Oui, c'est ça. Oui. Mais le premier jour. Non, c'est pas votre première rencontre. Attention, vous n'avez pas toutes les bonnes références. Oui, faites attention. Oui. On vous surveille. Deuxième chance. Il vient avec l'ours pour signifier à Madame de Maintenon qu'il l'aime, qu'elle se conduit avec lui comme un ours. Exactement. Oui, mais c'est le premier jour de tournage. C'est ça qu'on veut dire. C'est pas dans la continuité. C'est leur première rencontre sur le plateau en tant qu'acteur. Et pour vous dire que il peut y avoir des chiens apprivoisés, mais des ours apprivoisés, moi, j'en connais pas beaucoup. Donc, ça représentait un réel danger physique pour toute l'équipe. Donc, Nina nous avait dit qu'il fallait surtout rester très calme. Pour ne pas effrayer la bête. Mais je peux vous dire que Nina, face à l'ours, elle n'avait pas du tout peur. Mais vraiment pas. C'est-à-dire qu'elle lui donnait des indications de mise en scène que le dompteur, enfin la personne qui était à côté, vous voyez, essayait de suivre. Mais Nina n'a jamais eu peur. Je pense qu'elle devait croire qu'il y avait un comédien à l'intérieur ou je sais pas quoi. Mais pas du tout. C'était une vraie bête sauvage, quoi. Ces coups de patte à Nina pouvaient être plus redoutables. Mais oui. Beaucoup plus. À cette époque, après, voilà. Mais quelle énergie. Tu parles de cette image dans le désert, je la vois tellement. Tu la vois. Ah bah oui. Et c'est incroyable. Elle se nourrissait en fait de son travail, et ça devenait une sorte de volcan d'énergie. Et c'est absolument incroyable de voir la différence entre avant un tournage, pendant le tournage et après un tournage. C'est impressionnant. Il y avait une métamorphose totale. Mais Volcan, l'image est belle. C'est tout à fait ça. Elle se nourrissait de... Totalement. Mais surtout, Sam, et toi aussi, Dominique, mais c'est vrai que tu l'as connu quand même point de vue intime, puisque tu es venu souvent à la campagne, c'était vraiment pas la même du tout. Non, c'était... Non, non, pas du tout. Enfin, je veux dire, dans cette énergie-là. Dans cette énergie-là, mais simplement. Après, quand on la connaît mieux et qu'on est dans son cercle d'intimité, forcément, on fait plus du tout... on n'est plus du tout en train de comparer quoi que ce soit. C'est-à-dire que cette grande énergie, elle la puisait sur les comédiens et sur les créateurs. Enfin, voilà, sans doute.
Moi, je pense que ça venait d'elle, ça s'auto-alimentait. Oui, mais non, ça venait d'elle. Ça venait d'elle, mais il fallait peut-être... Non, c'est elle qui nous nourrissait, je dirais plutôt. C'est elle qui nourrissait l'équipe entière. Ah si, elle se nourrissait de tout. Mais pas au sens de vampire, comme oui, on a non, pu l'entendre. Non. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'elle était elle-même, quand elle avait une troupe... Mais elle rechargeait tout le monde, elle rechargeait toute l'équipe. Je crois que c'est le feu de la passion. Je veux dire, cette elle passion mettait une énergie à ce que tout le monde soit au... Que tout le monde soit au top. En fait, l'Allée du Roi, je crois que en jour de tournage, c'est 60 jours de tournage. Et on a fait 4 heures de film. Je pense que de nos jours, je ne sais pas si ça serait encore possible. Il y a des exemples, mais pas les mêmes. Oui, c'est ça, oui. Mais c'était un tour de force extraordinaire. Et c'était son énergie à elle, comme dit Valentine, qui nourrissait tout le monde. Et tout le monde, mais jusqu'au machiniste, chef électricien, tout le monde était englobé là-dedans. Il fallait que tout le monde participe, en fait. Et c'est ça qui était assez formidable, c'est qu'elle avait une considération pour tous les postes, et elle avait conscience que chaque poste est crucial, en fait, sur un film. Si le machiniste qui pousse la caméra n'est pas au top, c'est la catastrophe, il faut refaire, ça implique... Donc tout le monde était vraiment engagé dans le travail. Moi, je pense que c'était l'école du service public aussi. Les grands comme Bluval qui vient de nous quitter aussi, tous ces gens qui sont Telly, tous ces gens qui ont appris les premières grandes fictions, qui nous ont montré les premières grandes fictions, les premiers grands feuilletons, les premières grandes séries. Ils avaient une habitude de faire de la télévision comme ça. J'ai l'impression que c'était une école formidable. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus cette façon de travailler. L'économie a changé, les outils ont changé, tout a évolué. De toute façon, c'est normal. On ne va pas dire que c'était mieux avant, mais il y a quand même... L'école du direct, ça devait être quand même une vraie école pour... Oui. Et puis même, vous parliez des Spadris. C'est vous qui parliez des Spadris tout à l'heure, qui avez évoqué les Spadris, qui était Henri Spade, le producteur qui était dans une cabine comme ça, à l'américaine, et qui dirigeait les acteurs au micro sur le plateau au but de Chaumont. Il y avait des trucs absolument hallucinants. Tu n'en as pas connu, les Spadris? Non. Tu as bien de la chance. Voilà, j'ai commencé comme ça. Mais c'était les sagas de l'époque. Tous les acteurs en faisaient partie, les Pierre Vernier, Michel Beaune. On envoyait, c'était tourné en vidéo, c'était... Oui, j'avais recueilli le témoignage de Malka Rybowska qui était assez dur, expliquant que le jour où on n'avait pas réussi en direct, comme ça, c'était terrible. Qu'elle passait 2 ou 3 jours avec une décompensation psychique parce que on pouvait pas se reprendre, Qu'au théâtre, on savait qu'on avait 5 ou 6 représentations ou plus, qu'autrement on disait couper et puis on recommençait, tandis que là, avec le direct, le maquillage qui coulait, la chaleur et le fait que si on se plantait, c'était définitif. Les comédiens étaient vraiment pas bien juste après, Le Cyrano de Daniel Sorano était tourné en direct. Il y avait beaucoup de répétitions en amont, mais tout à coup, il fallait y aller. Et quoi qu'il en coûte, on tournait. C'était absolument hallucinant de travailler comme ça. Et est-ce que je peux vous demander à ces amis techniciens quand ça tournait, alors jouer peut-être, disait-elle, ou partait, je ne sais pas. Mais en tout cas quand ça jouait, que les comédiens jouaient, quand ça se déroulait, et comment était-elle, comme une statue du commandeur ou la commanderesse immobile, ou alors est-ce qu'elle vivait, est-ce qu'elle voyait... Elle vivait comme une dingue, justement. Ah oui, elle suivait. Elle tendait vers les acteurs. La caméra, elle était... on imagine. Aujourd'hui, on a des réalisateurs qui disparaissent derrière des combos, ce qui est des petits écrans. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette proximité... presque non, mais même avec un combo, parce que justement, si on voici venir l'orage, elle avait découvert ce qu'on a vu ce matin, le petit combo machin. Là, et ça l'empêchait pas de suivre avec son petit combo, les acteurs, la caméra. Très bien dans le film que vous avez fait. Oui. À quel point elle. Oui, voilà, elle accompagne, elle rentre dans le rêve. Oui, et elle joue tous les personnages à la fois. Enfin.
Mais on la voit murmurer pour elle le texte un peu. Oui, oui. Bah, elle devait le connaître par cœur, à mon avis. Tu crois pas? Ah oui, oui, oui. Puis on la voit faire. Et surtout, elle avait un truc, ma mère, que toujours, c'est qu'elle bougeait ses narines. Dès qu'elle était, tu te souviens? Dès qu'elle était dans un truc de concentration comme ça, elle se mettait à bouger ses narines. C'était le bonheur, c'était que la prise était bonne. Oui. Ou quand elle était furieuse. Oui, ou quand elle était très énervée contre quelqu'un. J'avais raison de parler de cheval fougueux. Hein, c'est vraiment oui, tout à fait. un oiseau qui frémisse. Mustang. Donc, oui, elle vivait vraiment tout. Oui, il y a dit ça. Alors, Nicole Garcia, qui vient de faire un film, je le voyais l'autre jour, là, je la voyais sur scène avec les comédiens du film, et un des comédiens disait, mais ce qu'il y a de bien avec Nicole, c'est qu'elle ne dit pas partez, alors elle ne dit pas non plus jouer comme Nina, mais elle dit oui. Oui. Mais oui, a-t-elle oui. Bon, je suis pas derrière la porte. Chacun son truc. Tu serais jamais rentré. Je serais jamais rentré non plus derrière la porte. Ça, c'est sûr que... Oui. Vous n'auriez pas entendu derrière la porte. Derrière la porte. Au contraire, tu serais carapaté. Oh, mon Dieu. Bon, on va vous remercier beaucoup et puis on va vous remercier la salle et puis on va peut-être continuer l'échange pendant quelques minutes autour d'un verre et ensuite il y aura la projection de la première partie de l'Allée du Roi, donc qui est en 2 parties de 2 heures. Ce soir les 2 premières heures et demain à Louis Lumière le second volet. Donc merci beaucoup.